En 1955, Carrier Engineering Corporation, l'entreprise que Willis Carrier avait fondée pour commercialiser la réfrigération mécanique, a signé des accords de licence avec 47 des 50 plus grands constructeurs de maisons des États-Unis, d'après les archives du secteur de l'époque. En moins de 10 ans, la climatisation centrale est passée d'un équipement installé dans moins de 10% des logements neufs à une ligne standard dans la majorité des contrats de construction du pays. La méthode que les ingénieurs persans utilisaient depuis 3000 ans pour maintenir une pièce à une température inférieure à celle de l'air extérieur en se servant uniquement de bois, de tissu et du mouvement du vent n'a pas cessé de fonctionner en 1955. Elle n'a jamais été défaillante. L'industrie a simplement bâti un marché de 240 milliards de dollars sur l'idée que vous ne comprendriez jamais comment faire vous-même, et elle a eu raison pendant environ 70 ans. Un cadre à 5 dollars garni de toiles de jute mouillée, suspendu à une fenêtre ouverte, peut faire baisser la température de l'air entrant jusqu'à 15 degrés Fahrenheit en utilisant uniquement la physique de l'évaporation de l'eau, la même physique qui permettait de rendre habitables les palais de Yazd, en Iran, quand il faisait 110 degrés dehors, et cela pendant 30 siècles d'affilée, sans pièces mobiles, sans alimentation électrique et sans contrat d'entretien. Il y a une erreur qui fait que ce système ne produit presque aucun effet de refroidissement, et ce n'est pas celle que vous êtes en train d'imaginer. Elle n'a rien à voir avec la toile de jute, rien à voir avec l'eau. Elle concerne quelque chose qui se trouve à l'exact opposé de la pièce par rapport à l'endroit où vous installez ce dispositif. Quelque chose que la plupart des gens ne touchent jamais, ne remarquent jamais et n'associent jamais à la température. La réponse arrive, mais avant ça, il faut comprendre pourquoi cela fonctionne, parce que, une fois le mécanisme compris, vous ne regarderez plus jamais une facture d'électricité de la même manière. D'après Grandview Research, le marché mondial du chauffage, de la ventilation et de la climatisation pesait 240 milliards de dollars en 2022. Pour qu'un tel chiffre tienne debout, il faut un type d'ignorance très particulier. Pas une ignorance de la technologie, une ignorance d'une physique vieille de 4000 ans, libre d'accès et reproductible par n'importe qui capable de couper une planche et d'agrafer un tissu. Cette physique s'appelle le refroidissement évaporatif. C'est la raison pour laquelle la transpiration existe. Quand l'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur, elle ne disparaît pas simplement, elle absorbe de l'énergie de tout ce qui l'entoure. Le terme technique est chaleur latente de vaporisation. L'eau a besoin de 2257 kJ d'énergie par kilogramme pour accomplir ce changement d'état, d'après les tables de thermodynamique de base que l'on trouve dans n'importe quel ouvrage de physique. Cette énergie doit bien venir de quelque part. Quand l'eau repose sur une surface, de la toile de jute, de la peau, une jarre en terre cuite laissée dans un courant d'air, elle prélève directement cette énergie sur l'air ambiant. L'air perd de la chaleur. L'air se refroidit. Ce n'est ni une astuce, ni un bricolage, ni un cas limite. C'est simplement la thermodynamique qui fait exactement ce qu'elle fait toujours, sans exception, tant que de l'eau et de l'air sec occupent le même espace. Les ingénieurs persans avaient compris cela sans les équations. Le capteur de vent, appelé badgir en persan, est une tour construite au-dessus d'une maison, avec une large ouverture orientée vers les vents dominants. Il capte le vent, le dirige vers l'intérieur du bâtiment et le force à passer sur une surface humide, traditionnellement une cloison en argile poreuse, une fontaine de pierre ruisselante ou un canal d'eau alimenté par des aqueducs souterrains appelés canats. Selon une étude publiée en 2005 dans la revue Energy and Buildings par Waff, Crichton et Nicol sur les stratégies de refroidissement passif en climat chaud et aride, l'air arrivant dans l'espace de vie pouvait être jusqu'à 20 degrés Celsius, plus frais que l'air extérieur. Certaines de ces tours sont toujours debout à Yazd, situé au centre géographique de l'un des déserts les plus secs du monde. Plusieurs sont documentées comme étant en fonctionnement continu depuis plus de 5 siècles. La physique n'a pas changé en 500 ans. Le vent non plus. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y avait intérêt à ce que vous l'ignoriez. L'Égypte ancienne est arrivée à la même réponse par une voie totalement différente. Des serviteurs éventaient de grandes jarres en argile poreuse et humide à l'intérieur des appartements royaux, l'humidité traversant les parois de terre cuite et s'évaporant à la surface extérieure, emportant au passage la chaleur de l'air contenu. Cela est attesté dans des papyrus administratifs du Nouvel Empire, datant d'environ 1000 avant notre ère, et cité dans des travaux d'égyptologie consacrés à la gestion thermique de l'architecture palatiale à Amarna, l'éphémère capitale d'Akhénaton. Le mécanisme était le même. Le décor était désertique. Le résultat, une pièce plus fraîche. Personne n'appelait cela de la physique. On appelait cela simplement le fonctionnement normal des choses. Dans le Caire médiéval, selon les relevés architecturaux menés par le programme de conservation du patrimoine de l'Université américaine du Caire, les foyers aisés installaient sur les fenêtres d'épais écrans de bois, appelés moucharabiés, et maintenaient les pièces intérieures au frais.
grâce à une combinaison d'ensoleillement direct limité, de circulation convective de l'air à travers les motifs ajourés et de jarres d'eau en terre cuite placées sur le trajet du flux d'air. C'est l'évaporation qui faisait l'essentiel du travail. Le moucharabier servait de structure, la jarre faisait office de surface humide. Les colons des frontières américaines sont arrivés à la même conclusion sans connaître toute cette histoire. Des journaux de voyage de convois traversant le Grand Bassin dans les années 1840 et 1850, cités dans les études historiques de Patricia Limerick sur l'adaptation des migrants vers l'ouest, rapportent qu'il était courant de suspendre un tissu mouillé, ou une toile de jute humidifiée, à l'ouverture avant en toile des chariots couverts pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi. L'air du désert était sec, le tissu était mouillé, l'intérieur était nettement plus frais que l'extérieur. Ce n'étaient ni des scientifiques ni des ingénieurs. C'étaient des gens qui observaient avec attention ce qui fonctionnait réellement dans les conditions où ils vivaient. Le rafraîchisseur évaporatif, la version mécanique et commercialisée de ce principe exact, avec une petite pompe, un panneau humide fabriqué en série et un ventilateur, a été installé dans des millions de foyers du sud-ouest américain pendant les années 30, les années 40 et jusqu'au début des années 50. Avant l'arrivée de la climatisation centrale, il refroidissait la majorité des maisons à Phoenix et à Tucson. La propre documentation du ministère américain de l'énergie indique que les refroidisseurs évaporatifs consomment 75% d'électricité en moins que les systèmes de climatisation à fluide frigorigène. Ils n'utilisent aucun fluide frigorigène, ni hydrofluorocarbures, ni R22, ni R410A. Ils n'ont pas besoin de compresseurs. Ils n'exigent pas d'entretien annuel par un technicien agréé. Dans les climats secs, leurs performances sont comparables à celles d'une climatisation mécanique pour une fraction du coût d'utilisation. L'Agence américaine d'information sur l'énergie a estimé qu'en 2020, les Américains ont dépensé environ 29 milliards de dollars d'électricité uniquement pour la climatisation. Une baisse de 75% de ce montant, ce n'est pas un simple ajustement de calcul. C'est 21 milliards de dollars par an. Chaque année, sans exception. Cet argent part chez les fournisseurs d'énergie, chez les distributeurs de fluides frigorigènes, chez les entreprises de maintenance, chez les fabricants de compresseurs de remplacement. Et rien de tout cela ne finit chez vous. On ne bâtit pas une industrie de 240 milliards de dollars sur quelque chose qu'une personne fabrique en 40 minutes pour 5 €. Alors, on ne l'enseigne pas. On ne l'étouffe pas. Étouffer une idée demande un effort, et l'effort devient inutile quand le marketing va plus vite. On construit simplement un monde dans lequel la réponse automatique à la chaleur, c'est une mensualité. Et on s'appuie sur cette tendance humaine très fiable, à accepter la solution par défaut sans se demander si c'est vraiment la seule. Ce n'est pas un complot, c'est de l'arithmétique. Vous avez vu cette physique à l'œuvre toute votre vie sans jamais la relier à quelque chose d'utile. Un t-shirt mouillé dans un courant d'air paraît 8 degrés plus froid qu'un t-shirt sec dans le même courant d'air. Un pot en terre cuite semble frais au toucher pendant un après-midi de canicule, même après des heures en plein soleil, parce que l'eau à l'intérieur traverse lentement les parois poreuses et s'évapore à la surface. Une cave paraît toujours plus fraîche que l'étage, en partie à cause de l'inertie thermique, et en partie à cause de l'évaporation lente et continue de l'humidité contenue dans le béton et le sol. L'eau qui sort d'un tuyau d'arrosage par un après-midi d'été paraît nettement froide sur la main, avant même de toucher le sol, parce que la chute de pression à la buse crée un petit effet d'évaporation exactement à l'ouverture. La physique ne se cache pas de vous. Elle se montre dans votre champ de vision depuis bien avant que vous sachiez lui donner un nom. L'erreur se trouve dans la mise en place, pas dans le matériau. C'est l'emplacement qui fait échouer la plupart des gens, et on y arrive dans exactement 1 minute. Voilà ce qu'il vous faut. Et je vais être parfaitement honnête avec vous sur chaque chiffre. Un tasseau de pain d'environ 2,5 sur 5 cm, long de 2,40 m. Dans n'importe quel magasin de bricolage, comptez entre 2 et 3 € selon l'endroit où vous habitez. Il vous faut 4 sections. 2 montants verticaux coupés à la hauteur de votre fenêtre, 2 traverses horizontales coupées à sa largeur. Une simple scie à main fait ça en moins de 3 minutes. Vous n'avez pas besoin d'outillage électrique. Environ 1 mètre de toile de jute naturelle. Le genre qu'on trouve au rayon jardinage ou dans les magasins de loisirs créatifs. Comptez entre 2 et 4 € le mètre, selon la provenance. 1 mètre suffit pour couvrir une ouverture de fenêtre standard d'environ 76 cm de large sur 122 cm de haut, avec assez de marge pour l'agrafer correctement. Le tissage de la toile de jute est assez dense pour retenir l'humidité et assez ouvert pour laisser passer l'air. Il est aussi suffisamment poreux pour que l'eau diffuse latéralement à partir d'un seul point de goutte à goutte en haut jusqu'au bord, et ce détail compte pour garder toute la surface humide. Une agrafeuse murale et une boîte d'agrafe. La plupart des gens ont déjà ça chez eux.
Si ce n'est pas votre cas, une agrafeuse de base coûte entre 10 et 15 euros. Mais c'est un achat unique, et cela n'a rien à voir avec le coût de fabrication de 5 euros. Les 5 euros, c'est le bois et la toile de jute, les deux matériaux consommables qu'on ne trouve pas déjà dans la majorité des foyers. Un petit récipient pour contenir l'eau, un pot de yaourt, une boîte alimentaire en plastique réutilisée, une bouteille coupée, placée juste au-dessus du bord supérieur du cadre. Percer un petit trou dans le fond, un trou réalisé avec un foret de 3 mm produit un goutte à goutte lent et régulier. Un trou fait avec un clou est un peu moins précis, mais il fonctionne. Le récipient repose sur l'appui de fenêtre au-dessus du cadre ou se fixe sur une petite équerre vissée dans l'encadrement. Vous le remplissez une fois le matin. Vous le remplissez de nouveau une fois le soir. C'est l'intégralité du cycle d'entretien de ce système. Et c'est vraiment tout. Pas de pompe, pas de ventilateur, pas d'électricité, pas de fluide frigorigène, pas de rendez-vous d'installation, pas de contrôle annuel, pas de contrat d'entretien qui coûte plus cher chaque année que l'équipement d'origine. Et voici l'unique chose que la plupart des gens font mal. Et cette seule erreur explique pourquoi des milliers de personnes ont essayé une version de ce système avant de conclure que ça ne marche pas. La plupart des gens suspendent la toile de jute mouillée, restent debout devant pendant 30 secondes, sentent une légère fraîcheur sur leur visage, puis attendent que la pièce perde de la température. La pièce ne refroidit pas. Ils attendent encore 1 heure. Toujours rien de significatif. Ils retirent le panneau. Ils passent à autre chose. Ils ont raison de constater que ça ne fonctionne pas. Mais ils se trompent complètement sur la cause. Voici le mécanisme caché derrière l'échec. L'air refroidi est plus dense que l'air chaud. Il contient plus de masse par mètre cube. La gravité le pousse à descendre et à s'accumuler en bas. En revanche, ce qu'il ne fait pas spontanément, c'est traverser latéralement toute une pièce, chasser l'air chaud qui se trouve à l'autre extrémité et le remplacer complètement. Pour que ce déplacement ait lieu, l'air chaud de l'autre côté de la pièce doit avoir un endroit où aller. Il lui faut une sortie. Si la pièce est fermée, porte close, toutes les autres fenêtres hermétiquement rabattues, l'air frais entrant s'entasse près du point d'entrée, fait légèrement monter l'humidité, puis se fige. La pression s'équilibre, le mouvement de l'air s'arrête, l'évaporation ralentit, parce que l'air juste devant la toile est désormais saturé et ne peut plus absorber davantage d'humidité. L'effet de refroidissement s'effondre en quelques minutes après la mise en route. La solution prend 10 secondes. Ouvrez une fenêtre du côté opposé de la pièce, pas en grand, 5 cm suffisent. Même un petit jour sous une porte peut faire l'affaire. Ce que vous créez, c'est une différence de pression, un passage qui permet à l'air chaud de s'échapper pendant que l'air frais entre. C'est cela qui transforme la toile de jute en véritable moteur de refroidissement, au lieu d'en faire un simple bricolage amusant. L'air chaud sort par l'ouverture opposée. L'air frais avance. La température de la pièce commence à baisser et continue de diminuer jusqu'à atteindre un équilibre thermique avec l'air refroidi à l'entrée, lequel, lorsque l'humidité extérieure reste en dessous de 50%, se situe entre 6 et 8 degrés Celsius sous la température ambiante extérieure. L'ASHRAE, la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation, indique que le refroidissement par évaporation fonctionne avec le plus d'efficacité quand l'humidité relative extérieure est inférieure à 50% et atteint son meilleur rendement en dessous de 30%. Si vous vivez dans le sud de l'Espagne, sur le littoral méditerranéen, au Moyen-Orient, dans le bassin de l'Atacama, à l'intérieur de l'Australie ou dans les zones de savane d'Afrique subsaharienne, vous êtes dans la plage idéale pendant la plus grande partie des mois chauds. Le trajet de ventilation traversante, c'est le canat de ce système. Le capteur de vent perçant, sans le chemin de retour qu'offrait l'aqueduc souterrain, n'était qu'une colonne d'air prisonnier. Avec le canat, il devenait une boucle de circulation continue. L'air frais entre, l'air chaud sort, l'écart de température se maintient indéfiniment tant que l'air extérieur reste sec et en mouvement. Votre petite ouverture sur le mur d'en face, c'est le canat. Tout le principe est là. Construisez le cadre bien d'équerre. Des assemblages bout à bout, aux 4 angles, avec 2 vis par angle, tiendront sans problème dans le temps. Tendez la toile de jute sur la face avant du cadre avant de la fixer. Tirez-la fermement. Pas comme une peau raide, mais bien plane, sous une tension uniforme comme une toile montée sur châssis. Une toile de jute molle et détendue laisse des jours sur les bords, par lesquels l'air chaud extérieur contourne la surface mouillée et entre dans la pièce sans être refroidi. Chaque centimètre de surface de toile traversée par l'air sec extérieur ajoute du refroidissement. Chaque centimètre contourné fait chuter le rendement. Toile bien plane. Contact total. Agrafez tous les 8 cm, surtout le pourtour. Installez le cadre dans l'ouverture de la fenêtre. Il n'a pas besoin d'être parfaitement étanche au niveau du dormant, mais s'il y a de gros espaces sur les côtés, bourrez-les avec une bande de toile de jute pliée ou un chiffon roulé.
Pensez-y exactement comme vous penseriez à calfeutrer les courants d'air autour d'une porte en hiver. L'objectif est que l'immense majorité de l'air entrant traverse le matériau mouillé plutôt que de passer autour. 5 minutes, avec quelques chutes de toile de jute, suffisent à régler complètement le problème. Placez le récipient goutte à goutte au-dessus de la toile. Inclinez-le très légèrement vers le centre de la surface pour que l'eau tombe en haut, au milieu, puis que la gravité la fasse migrer vers les bords grâce à l'action capillaire dans le tissage de jute. Au bout d'environ 10 minutes après le premier arrosage, toute la toile devrait apparaître uniformément assombrie par l'humidité. Si vous voyez des zones sèches, des parties plus claires où la toile de jute n'a pas été complètement mouillée, ces zones laissent l'évaporation se produire sans refroidir l'air qui les traverse parce que des fibres sèches ne retiennent pas l'eau assez longtemps pour permettre un vrai transfert thermique. Ajustez l'inclinaison du récipient ou ajoutez un second point de perforation. Surveillez le bord inférieur de la toile. Un léger goutte à goutte en bas est acceptable. Cela signifie que la toile est entièrement saturée et que l'évaporation est active sur toute la surface. En revanche, si l'eau ruisselle franchement ou s'accumule au pied, c'est que vous arrosez trop. Toute l'eau qui s'échappe par le bas sans s'évaporer est une eau qui n'a refroidi absolument rien. Voilà l'installation complète. 40 minutes au total, achat du matériel compris. Dans un appartement standard d'environ 74 mètres carrés, dans une région où l'humidité extérieure reste régulièrement sous les 40%, une seule toile placée sur la fenêtre exposée au vent, avec une ouverture de 5 cm du côté opposé, fera baisser la température ambiante de 4 à 7 degrés Celsius en moins de 2 heures de fonctionnement, d'après les essais de terrain documentés par le Desert Sustainability Project de l'Université d'État de l'Arizona dans ses études sur le rafraîchissement passif de l'habitat. Ce n'est pas un petit écart, c'est la différence entre dormir et ne pas dormir, entre garder les idées claires l'après-midi et avoir le cerveau au ralenti, entre une pièce où l'on vit normalement et une pièce qu'on subit. Maintenant, voyez un cran au-dessus. Une famille de 4 personnes dans une maison de plein pied d'environ 110 mètres carrés. 2 panneaux, l'un sur la fenêtre exposée au vent de la pièce de vie principale, l'autre du côté sous le vent dans une chambre, qui fonctionnent en même temps. Le second panneau remplit 2 fonctions à la fois. Il rafraîchit l'air entrant dans la chambre et régule la voie d'évacuation en gardant l'air sortant légèrement humide, ce qui ralentit son réchauffement au point de sortie. D'après les données publiées sur l'efficacité de l'eau dans l'habitat en climat sec, 2 panneaux utilisés de cette manière dans une maison où l'humidité extérieure reste sous les 45% peuvent maintenir une température intérieure de 7 à 10 degrés Celsius en dessous du pic extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Consommation d'eau quotidienne totale pour les 2 panneaux, environ 8 à 9 litres et demi. Moins de 2 chasses d'eau. Le coût des matériaux pour les 2 panneaux, 10 €. Le coût d'utilisation quotidien pour l'eau, environ 1 demi-centime d'euro au tarif de l'eau du réseau. Il y a encore une chose à ce sujet, qui a mis du temps à apparaître. Et elle change complètement la manière de penser le refroidissement d'un bâtiment, pas seulement d'une fenêtre. L'inertie thermique de vos murs est un second système de rafraîchissement que vous possédez déjà sans l'avoir jamais utilisé volontairement. La maçonnerie, la brique, le béton, l'adobe, la terre tassée, ces matériaux absorbent le froid comme ils absorbent la chaleur. Ce sont des batteries thermiques. Un mur refroidi pendant la nuit, quand l'air extérieur est le plus sec et que l'évaporation est la plus efficace, restitue lentement cette fraîcheur accumulée pendant toute l'après-midi, même après avoir fermé les fenêtres pour se protéger de la chaleur de midi. C'est pour cela que les villes anciennes du Sahara, de la péninsule arabique et du plateau iranien construisirent des murs épais. Pas d'abord pour des raisons de structure, mais pour amortir les variations de température. Le mur faisait office de climatiseur. Son épaisseur représentait la capacité de stockage. Faites fonctionner vos panneaux de 10 h du soir à 6 h du matin au cœur de l'été. L'humidité extérieure baisse, la température extérieure baisse. Le rendement de l'évaporation atteint son maximum. L'air frais, produit pendant ces heures, entre dans la pièce, touche les murs, et les murs l'absorbent. Au matin, l'inertie thermique d'un mur en maçonnerie ou d'un mur enduit sur la tisse a emmagasiné plusieurs heures de fraîcheur nocturne. Fermez les fenêtres à l'aube, avant que la température extérieure commence à grimper. Laissez les murs restituer leur réserve de fraîcheur tout l'après-midi. Une maison gérée de cette manière, avec une isolation correcte et une protection raisonnable des fenêtres contre le soleil, peut rester confortable pendant une après-midi à 38 degrés sans aucun refroidissement actif, uniquement grâce à de la physique stockée. Le système perçant de rafraîchissement n'a jamais été seulement le capteur de vent. C'était le capteur de vent. Plus les canates, plus les épais murs en briques de terre, plus la cour centrale ombragée. Une seule machine passive intégrée dont chaque élément renforçait les autres. Le panneau de toile de jute sur un cadre en pin est l'élément auquel la plupart des gens peuvent accéder aujourd'hui sans rien reconstruire.
C'est la porte d'entrée vers un système qui fonctionne depuis 4000 ans sur 3 continents. Vous n'avez pas besoin de refaire vos murs pour l'utiliser. Il vous faut une fenêtre, un léger courant d'air et une ouverture du côté opposé de la pièce. La limite réelle, c'est l'humidité. Au-dessus de 60% d'humidité relative à l'extérieur, le rafraîchissement évaporatif perd l'essentiel de son efficacité, parce que l'air est déjà fortement chargé en vapeur d'eau et ne peut plus en absorber beaucoup depuis le panneau mouillé. Dans les climats littoraux très humides, dans les zones équatoriales côtières, ou partout où l'humidité estivale dépasse régulièrement 65 à 70%, ce système n'apportera au mieux qu'une baisse de 2 à 3 degrés Celsius, et l'humidité ajoutée peut diminuer le confort au lieu de l'améliorer. Voilà la vraie condition limite. Ce n'est pas un échec de la méthode, c'est un plafond thermodynamique qui s'applique tout autant aux rafraîchisseurs évaporatifs du commerce, et c'est la raison pour laquelle la climatisation mécanique à fluide frigorigène existe et garde toute sa pertinence dans les climats humides. La physique ne prétend pas le contraire, et ce texte non plus. Si vous vivez sous un climat sec et que vous payez entre 180 et 250 € par mois pour faire tourner une climatisation centrale de mai à septembre, soit 1000 € par an ou davantage, vous dépensez cette somme pour maintenir un niveau de confort qu'un investissement de 10 € et 2 heures de bricolage peuvent approcher à 7 degrés près, parfois 10, indéfiniment, sans autre coût récurrent que l'eau du réseau. Ce n'est pas une affirmation extravagante, c'est de l'arithmétique. À Yazd, en Iran, il existe encore des capteurs de vent qui rafraîchissent les mêmes pièces intérieures depuis le XVe siècle. Les bâtiments qu'ils surmontent sont toujours habités. Aucun compresseur n'a été remplacé. Aucun fluide frigorigène n'a été rechargé. Aucun technicien agréé n'a jamais été appelé. La toile de jute, ou son équivalent ancien, le mur d'argile humide et la pierre ruisselante du Kanat, a été ravivé par la pluie, par des mains remplissant des récipients, par la gravité accomplissant le seul travail qu'elle ait jamais vraiment accepté de faire. La physique n'a pas changé depuis la construction de ces tours. Elle ne changera pas dans les 500 prochaines années. L'eau s'évapore, la chaleur la suit vers l'extérieur. L'air circule par l'ouverture que vous lui laissez. Laissez cette ouverture.